Bonsoir à toutes et à tous, merci d'avoir choisi la CED pour vous informer. À la une ce soir, les maisons de justice au Togo. Depuis leur instauration en 2018, ces maisons de justice ont joué un rôle crucial en faisant le lien entre le système judiciaire traditionnel et les citoyens, vous le verrez. Aussi une avancée dans les relations économiques en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, après avoir renforcé ses liens commerciaux avec le Niger, se tourne maintenant vers le Togo pour élargir son réseau économique, une initiative qui vise à favoriser une coopération bénéfique pour les deux parties. Au-delà de nos frontières, après une période de 10 ans d'interdiction, les scissions pourraient être réintroduites en Gambie, avec le Parlement ayant voté en faveur d'un projet de loi en ce sens. Cependant, le processus est toujours en cours. Depuis 2 semaines, les députés gambiens examinent un test législatif controversé en ce sens. Haïti est le théâtre d'une série d'attaques de plus en plus fréquentes ces dernières semaines, avec les gangs qui renforcent leur emprise sur la capitale. Ce lundi, une quinzaine de corps sans vie ont été retrouvés près de Port-au-Prince. Le Burkina Faso intensifie ses relations économiques avec le Togo après avoir consolidé sa relation commerciale avec le Niger. Cette démarche vise à promouvoir une coopération mutuellement avantageuse, ouvrant aussi de nouvelles perspectives économiques en Afrique de l'Ouest. Le récit de Félicité Chakla. En 2023, les exportations de Lomé vers le Burkina Faso se sont élevées à 21,6 milliards de francs CFA avec une part relative de 8,4%. En effet, le Togo s'est engagé à surmonter les obstacles sur le corridor dans le cadre de sa vision de devenir un hub logistique et de services. Dans ce sens, des discussions en vue d'augmenter les échanges commerciaux se sont engagées entre le Togo et le Burkina Faso en mettant l'accent sur l'amélioration des transports Lomé-Ouagadougou. Cette initiative a pour but de renforcer les liens commerciaux entre les deux pays, ouvrant ainsi la voie à une coopération économique plus étroite et à de nouvelles opportunités pour le Togo et le Burkina Faso. Cela représente une avancée significative dans le développement des relations commerciales en Afrique de l'Ouest, offrant de nouvelles opportunités économiques pour la région. Notons que selon l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques, INSEAD, le Burkina Faso occupait au 4e trimestre de 2023 la 2e place en tant que client du Togo. Ces nouveaux engagements emmènent le Burkina Faso vers la 1re place en tant que client. Depuis leur installation en 2018, les maisons de justice au Togo jouent un rôle crucial en agissant comme intermédiaires entre les juridictions traditionnelles et les citoyens. En 2023, ces maisons de justice ont enregistré plus de 4000 saisies. Les précisions de Bernard Cambi. Le Togo ne cesse d'enregistrer des avancées remarquables dans la promotion de la justice de proximité. Selon les autorités judiciaires du pays, en 2023, le système à travers les maisons de justice a enregistré en tout 4513 saisines, ce qui constitue un record par rapport aux années antérieures. En 2022, le système avait traité 3857 requêtes. Rappelons que les maisons de justice ont pour but de réduire la pression sur les tribunaux classiques. Elle instaure une justice de proximité moins onéreuse, plus à même de régler les conflits de voisinage en s'appuyant sur des stratégies de conciliation, de médiation ou encore d'orientation. Cela permet de faciliter la résolution des litiges mineurs et contribue au désengorgement des tribunaux. Le pays compte à l'heure actuelle 17 maisons de justice, dont 16 sont pleinement opérationnelles. Plusieurs routes deviennent de plus en plus impraticables à Lomé, parsemées de fossés, de nids de poules et de petits étangs d'eau. Certains tronçons dans la capitale constituent des désagréments pour la population riveraine. Plus de détails sur cette situation dans ce qui suit. Dans plusieurs villes du Togo et plus particulièrement à Lomé, plusieurs routes font objet de grincements de dents et font couler d'encre et de salive pour leur état calamiteux. Ici, nous sommes sur le boulevard de la Kara et plus précisément au carrefour du marché de Bossimé dans la commune du Golfe 3. Plusieurs fossés sont visibles à ce carrefour et deviennent de véritables pièges pour les usagers.
Pour parer au pire, certains riverains ont choisi de poser des pneus, des bois et même des briques pour signaler le danger. Bon, les trous, vous savez, vous voyez comment c'est profond. Bon, ça ne peut que nous déranger. J'avais une moto avant, donc à cause des trous là, ça a gâté. Donc je sais pas, ça va encore gâter, je sais pas. Donc il faut que le gouvernement, la mairie, bon, c'est pas trop, qui s'occupe de la voie, nous trouve au moins une solution. Parce que ça, bon, les trous là comme ça, je crois que ça va pas trop dépenser. Ces fossés dérangent les gens. Il y a beaucoup d'accidents qui se passent. Il y a plus de 7 ans que ce lampadaire est gâté. Ça ne s'allume pas. Même dans la journée, nous couvrons les fossés avec les bois, mais les voitures ne réussissent pas à passer dessus. Cela cause beaucoup d'accidents. Au début, nous avons essayé d'arranger les plaques d'égout, mais les agents de la mairie sont venus. Nous avions pensé qu'ils allaient réparer ça, mais ils ont enlevé cela. Depuis lors, les fossés sont restés ouverts et cela a entraîné beaucoup d'accidents. Des gens même tombent dedans avec leur voiture. Des fois même, nous aidons les gens en les ressortant des fossés. Un peu plus loin de là, dans le Golfe 4 et plus précisément sur l'avenue de la Nouvelle Marche, quittant le boulevard des Armées au marché des fruits de Anoukopé, c'est le chemin de croix pour la population et les usagers. La voie est impraticable, parsemée de trous et de petits étangs d'eau ici et là. Une route dans un état piteux créant la désolation aux usagers. D'habitude, les camions ne veulent pas s'arrêter. Ils passent vite alors qu'il y a des usagers qui passent. Et le soir, c'est difficile de traverser la route avec le nombre de voitures qui passent. C'est inquiétant puisque c'est en évitant les accidents que beaucoup préfèrent dévier. Mais c'est à cause de beaucoup de problèmes comme les embouteillages. C'est pas bien comme ça. Face à la situation, l'on peut conclure que toutes les conditions sont réunies pour que les usagers trébuchent dans ces pièges quand on sait que les lampadaires publics sont quasiment inexistants sur le long de ces tronçons. Ceci interpelle les conducteurs et les piétons à doubler de vigilance. Et puis devenu l'une des cultures agricoles les plus en vue au Togo, le riz ne cesse de mobiliser des producteurs. Malgré cela, les consommateurs sont toujours tournés vers les riz importés, surtout asiatiques, alors que le pays s'est engagé à promouvoir la consommation des biens et services entièrement obtenus sur le plan local. Le constat de Bernard Canvi. Selon les dernières données des importateurs nationaux thaïlandais, le Togo complète le top 10 des importateurs de riz thaï dans le monde en 2023. Le pays a importé sur la période 52 568 tonnes de riz thaïlandais. Ainsi, ce pays sud-asiatique est le deuxième en matière d'exportation de riz vers le Togo, derrière l'Inde, qui l'an dernier représentait près de 90% des importations de riz, ce qui explique clairement que les consommateurs togolais sont plus tournés vers les riz importés au détriment des productions locales. Et pourtant, le riz est produit dans toutes les régions du Togo, dans les exploitations pour la plupart individuelles. Aussi, la production quantitative du riz local est influencée par plusieurs facteurs, parmi lesquels l'on peut citer des facteurs techniques et naturels. Bien que les superficies rizicoles soient plus grandes dans plusieurs régions du pays, elles ne bénéficient pratiquement pas d'un certain nombre d'appuis techniques, financiers et même d'aucun aménagement, ce qui explique d'ailleurs les faibles rendements au profit des productions asiatiques. Face à cette situation, il est donc important que le Togo pense à rechercher une meilleure productivité rizicole afin de permettre un accroissement significatif des rendements. Ainsi, cela permettra de réduire les importations qui grimpent considérablement le budget de l'État. La page internationale à présent, près de 10 ans après son interdiction, l'excision pourrait faire son retour en Gambie. Le débat sur la législation de l'excision est actuellement en cours dans le pays. Depuis 2 semaines, les députés gambiens débattent d'un test controversé qui vise à lever cette interdiction. Reportage.
Monsieur le Président, je suis venu devant ce Parlement et j'ai juré sur le Coran que je défendrai les intérêts de ce pays. Ce projet de loi va à l'encontre des intérêts de ce pays et je pense qu'il doit être rejeté. À voir le visage de ces militantes au moment d'entendre ce député anti-excision, on imagine aisément quels sentiments contraires elles ont dû ressentir en écoutant la partie adverse. Étant donné que la population gambienne est majoritairement musulmane et que la loi est incompatible avec les aspirations de la majorité de la population, elle devrait être réexaminée. Cette loi, criminalisant l'excision, date de 2015. Si le projet de la remettre en cause aboutissait, la Gambie deviendrait le premier pays au monde à revenir sur les garde-fous mis en place pour empêcher cette pratique. 42 voix pour. Pour l'heure, une large majorité de députés a renvoyé le projet à une commission parlementaire qui, pendant au moins 3 mois, va l'examiner avant de le mettre à nouveau en débat. Un débat qui se poursuit d'ores et déjà devant l'Assemblée, où des manifestants favorables à l'excision faisaient face à ces militantes contre les mutilations génitales féminines. J'aurais aimé qu'ils rejettent le projet de loi, mais en même temps, le renvoi en commission est une chance de présenter des recherches fondées sur des preuves pour expliquer pourquoi cette pratique est néfaste. Pour les moins optimistes, ce projet devant l'Assemblée, ce sont des années de plaidoyer qui tombent à l'eau, voire la première étape d'un recul des autres droits comme la loi sur le mariage des enfants. En Gambie, 76% des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des mutilations génitales selon l'UNICEF. Et si la pratique est de plus en plus criminalisée dans le monde, elle a augmenté de 15% ces 8 dernières années, portant à 230 millions le nombre de filles et de femmes encore en vie ayant subi une excision. Parce que c'est pas normal. Ces dernières semaines, on note une recrudescence des attaques en Haïti où les gangs occupent jusqu'à près de 80% de la capitale. Ce lundi, une quinzaine de corps ont été retrouvés près de Port-au-Prince, la capitale haïtienne. Plus de détails sur la situation dans ce qui suit. À Port-au-Prince, plus aucun quartier ne semble connaître de répit. Jusqu'alors épargné par les tueries et les enlèvements, Pétionville, commune aisée sur les hauteurs de la capitale, s'est brutalement réveillée ce lundi. Dans cette rue fréquentée, une quinzaine de corps gisants, en sang et criblés de balles. J'étais sur ma moto, ils sont arrivés et ils ont commencé à tirer sur la station. Dieu merci, personne parmi nous n'est mort. Ce n'est que ce matin au réveil qu'on a constaté le nombre de cadavres qu'il y a dans chaque coin de rue à Pétionville. Contrairement aux autres quartiers de la ville, les stations essence, les banques, les commerces ici restaient ouverts. Et c'est à l'heure où les habitants faisaient quelques courses au moment de rentrer chez eux que les membres du gang ont attaqué. Il ne se passait rien de spécial. Ils sont venus tous cagoulés dans leur voiture, sur des motos, avec leurs propres ambulances, puis ils ont massacré la population de Pétionville. Un quartier de plus vient de tomber aux mains des gangs qui contrôlent désormais 80% de la capitale. Un territoire où ces bandes criminelles mènent de nombreuses exactions, des meurtres, des viols, des pillages et des enlèvements contre rançon. Une situation intenable qui pousse les habitants qui le peuvent à fuir en République dominicaine. À la frontière, la tension est montée d'un cran et les Haïtiens entrés illégalement sont désormais rapidement expulsés. Nous souhaitons attirer l'attention des autorités dominicaines sur ces moments de crise humanitaire, de violence généralisée, de situations catastrophiques et de famine que vit Haïti. Nous leur demandons de reporter ou de diminuer le nombre de ces expulsions. Ce week-end, c'est la directrice de l'UNICEF, Catherine Russell, qui s'alarmait de la situation, décrivant Haïti comme sortie d'une scène de Mad Max, du nom de ce film qui dépeint un futur post-apocalyptique abandonné aux mains de bandes criminelles. Vladimir Poutine a été réélu président de la Fédération de Russie avec plus de 87% des voix, un score sans précédent, alors que les capitales occidentales dénoncent un simulacre de démocratie. De nombreux présidents africains le félicitent. Une arrivée triomphale sous les applaudissements.
À peine réélu, le président russe Vladimir Poutine a tenu à fêter sa victoire devant la foule rassemblée sur la place Rouge à Moscou pour un concert de célébration des 10 ans d'annexion de la Crimée. Selon les résultats publiés lundi par la commission électorale russe, il a été réélu avec plus de 87% des voix après dépouillement de l'ensemble des bureaux de vote en Russie. Parmi les premières réactions sur le continent africain, celle du Niger et de son chef d'État, le général Abdourahmane Tiani. Selon l'agence nigérienne de presse, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a adressé ses vives et chaleureuses félicitations à Vladimir Poutine pour sa réélection, ainsi que, je cite, ses vœux de réussite dans l'accomplissement de sa haute et exaltante mission. Même message de félicitations de la part du président tchadien via les réseaux sociaux. Je salue cette réélection, preuve de la confiance que le peuple russe place en son dirigeant. Tout en lui souhaitant plein succès, je renouvelle notre engagement à poursuivre et renforcer l'œuvre entamée pour raffermir la coopération tchado-russe dans l'intérêt de nos deux nations. Quant au président congolais Denis Sassou Nguesso, il salue une brillante réélection. Le présent plébiscite consacre une nouvelle fois le lien particulièrement étroit et la proximité exemplaire entre vous-même et le peuple de Russie. Des réactions qui tranchent avec celles des pays européens et occidentaux qui dénoncent un simulacre d'élection. Cette élection a été basée sur la répression et l'intimidation. Elle s'est déroulée en territoire ukrainien occupé, en violation de la souveraineté de l'Ukraine. Paris, de son côté, a regretté que les conditions d'une élection libre, pluraliste et démocratique n'aient une nouvelle fois pas été réunies en Russie. La situation humanitaire à Gaza de plus en plus préoccupante. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré ce mardi que l'ensemble de la population de Gaza subit une situation d'insécurité alimentaire grave. C'est la première fois qu'une population entière est ainsi classée, a-t-il ajouté. Reportage. Des enfants affamés face à des rations de soupe aux carottes bien insuffisantes pour nourrir tout le monde. Une scène devenue habituelle pour ces Palestiniens privés d'aide humanitaire. Nous sommes en pleine famine. Nous sommes venus faire la queue, mais ils nous ont jetés dehors. Il n'y a pas assez de nourriture pour le camp de réfugiés. Une assiette de farine ne suffit pas. À la fin vient s'ajouter le froid et la pluie. Les Palestiniens de ce camp de fortune à Rafah subissent un temps rude et très difficile à endurer. Nous sommes 14 à vivre dans une tente et nous ne trouvons pas un seul matelas sec pour dormir. Nous avons été submergés par l'eau de pluie toute la nuit. Nous ne faisons plus la différence entre le bruit des bombardements, des avions à réaction et de l'orage. Les enfants crient lorsqu'ils entendent l'orage parce qu'ils croient qu'il s'agit de roquettes. Ils ont développé une obsession psychologique pour les roquettes. Chaque son est pour eux un son de roquette. Même lorsque la tente bat au vent, ils pensent que c'est le son d'une roquette. Des conditions de vie qui préoccupent la communauté internationale. Washington parle même d'une situation inédite. Une fois encore, selon la mesure la plus respectée en la matière, 100% de la population de Gaza se trouve dans une situation d'insécurité alimentaire grave. C'est la première fois qu'une population entière est ainsi classée. Cette horreur, Louise Bichet l'a vue de ses propres yeux. De retour d'une mission dans la bande de Gaza, elle l'assure, aucune denrée n'est accessible, il faut agir et de manière urgente. Il faut de la même manière, pour être en ligne avec le droit international humanitaire, respecter les obligations des belligérants, il faut que l'aide alimentaire, que l'eau potable, que le matériel médical puisse rentrer, que l'aide humanitaire dans son ensemble puisse atteindre la population. Donc il faut que les points de passage soient ouverts et que l'aide puisse rentrer massivement. Ce mardi encore, les tractations se poursuivaient pour tenter de parvenir à une trêve dans la bande de Gaza. C'est ainsi donc que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.